Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 23 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture du jeûne et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal par le Tchad où les obsèques du président tchadien décédé le 20 avril dernier, le maréchal du Tchad Idrissa Déby, ont eu lieu ce vendredi à N'Djamena, la capitale tchadienne. C'était en présence de plusieurs chefs d'État, dans le Nigérien Mohamed Bazoum, une cérémonie pleine d'émotions au cours de laquelle la femme du défunt président lui a rendu un dernier hommage. On écoute Madame Inda Déby Itno. Vous comprenez tous ce que ressent une mère qui perd son fils et ce que vit une femme qui perd son époux, son autre moi. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno est pour moi un époux exemplaire, un père attentionné et un conseiller avisé. C'est dire qu'un repère entier a disparu, nous laissant en perdition dans un désert mouvant. Le maréchal du Tchad n'est plus, mais Dieu est toujours là et qu'il console tous les cœurs éplorés. Notre guide n'est plus, mais l'étoile du berger brille dans le ciel pour nous orienter vers le bon port. L'image du maréchal du Tchad fait corps avec son peuple, glorieux soldat, intrépide guerrier, debout et invincible devant tous les périls. Son immersion dans la grande masse et sa communion avec les populations ne sont pas à démontrer. Cet attachement et cet amour se sentent dans le tréfonds de chaque Tchadienne et de chaque Tchadien. Alors, tenons-nous les bras, marchons et loin pour porter partout le message de la paix et de la cohésion nationale sans nous préjuger de nos origines et de nos confessions. Telle fut sa vision et tel sera notre héritage. Oui, la patrie, l'honneur et la dignité, voici un triptyque auquel le maréchal du Tchad est profondément attaché. Comme il l'a toujours dit, il revient aux générations actuelles et futures de s'abreuver aux sources intarissables de ces valeurs sublimes. Les valeurs doivent irriguer nos veines et arroser nos cœurs de toutes leurs forces. Mesdames et messieurs, je ne peux parler de l'héritage du maréchal du Tchad sans évoquer la singulière place qu'il a donnée à la femme tchadienne. L'égalité des genres est une philosophie qui lui est propre. Je sais que les femmes ont aujourd'hui perdu leur tout premier avocat défenseur. Mais il nous revient, mes chères sœurs, de tirer le meilleur parti des investissements que le maréchal du Tchad a réalisés en notre faveur. C'est d'ailleurs pour nous la manière la plus noble d'honorer sa mémoire. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu. Nos yeux vous chercheront dans les cieux. Pour toujours, vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. C'était là donc l'intervention de l'épouse du défunt président tchadien Idrissa Déby ce matin lors de la cérémonie donc à N'Djamena. Le président français Emmanuel Macron a lui rassuré le Tchad et les Tchadiens que la France ne laissera aucune menace sur la stabilité et l'intégrité du Tchad. Auparavant, Emmanuel Macron a exprimé toute sa reconnaissance au maréchal du Tchad pour son acte de bravoure et son engagement à défendre son pays. Emmanuel Macron. Cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille
après 3 décennies à la tête de votre pays et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat, les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas, car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir de défendre sa patrie, la préserver des menaces extérieures. Et vous êtes allé au bout de cet engagement, sans faillir. Et vous avez donné votre vie pour le Tchad, pour la défense de ses citoyens et de ses citoyennes. Et dans chaque éloge qui vient d'être prononcé à l'instant, pour honorer votre mémoire, ce n'est pas seulement la douleur des proches qui se fait entendre. Famille, frères d'armes, amis, étreints par la douleur de perdre un être cher, mais l'hommage au chef d'État qui savait défendre au-delà de tout les intérêts de son pays, de son continent, et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Je partage aussi le deuil d'un ami et d'un allié fidèle. Car vous avez été parmi les premiers à répondre à l'appel des pays de la région pour défendre l'Afrique contre le terrorisme armé au Sahel en 2013, à venir au secours de vos frères maliens aux côtés de la France. Vous aviez estimé que notre devoir commun était de lutter contre cet obscurantisme qui menaçait et menace encore les États de la région et leur population dans leur liberté, dans leur existence même, dans leur dignité. Depuis 8 ans, ce sont plusieurs milliers de nos soldats qui luttent âprement, côte à côte, partout dans le Sahel. Et je salue ici tous mes frères de la région. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France donc a été claire, elle va aider les Tchadiens à défendre l'intégrité de leur territoire. C'est le président français Emmanuel Macron donc, qui a déclaré ça ce matin lors des obsèques du président Idrissa Déby. Emmanuel Macron a encore rassuré les nouvelles autorités ce vendredi à l'occasion des obsèques du président Idriss Déby. Que pensent donc les analystes sur l'évolution de la situation actuelle au Tchad? Je vous propose de suivre l'analyse de Aksar Moussa, il est journaliste analyste. Il y a plusieurs fronts. Maintenant, ça dépendra de si la Constitution a été respectée au Tchad. On peut s'attendre à une éclaircie. Mais là, vous avez une situation où c'est le clan Déby qui a pris le pouvoir et la lutte armée, certainement, va continuer avec le FAT. Et de l'autre côté, on ne sait pas si le fils de Déby actuel qui a pris le pouvoir sera dans le sillage de son père pour appuyer les armées qui luttent contre le terrorisme au Sahel et un peu partout, notamment dans le Ligue Tchad. Il y a une situation géopolitique, géostratégique qui se joue dans cette partie du Tchad. Ces rebelles-là ne viennent pas du ciel, ils viennent du sud de la Libye. Ils sont bien équipés et vous avez aussi certaines unités de forces spéciales
russes qui opèrent dans cette partie du Tchad. On ne sait pas quels sont les États qui jouent ce jeu dangereux qui peut amener à une instabilité vraiment sérieuse dans ce pays. La France, on ne sait pas aussi quel jeu joue la France. Vous avez vu avec l'avancée des rebelles du FACT, la France, quel jeu a-t-elle joué? Elle n'a pas intervenu comme par le passé, elle s'est tue, et apparemment elle a donné des informations sur le mouvement de troupes. On ne sait pas quel jeu la France compte jouer parce qu'elle a une base, la base de Barkhane, elle est basée à N'Djamena. Et c'est à partir de N'Djamena que cette base, que la France opère sur pratiquement tout le Sahel. La communauté musulmane du monde entier a entamé donc la deuxième décade du mois béni de Ramadan, une période au cours de laquelle il est conseillé aux jeûneurs de multiplier les bonnes œuvres pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Parmi ces œuvres, il y a le partage, comme nous l'explique ici Oustaz Halou Yahya. Le fidèle musulman doit ouvrir son cœur, il doit ouvrir son esprit. Il doit ouvrir ses biens. Au nom de quoi? Au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour profiter des bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala. De ses récompenses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis tout ce qu'il faut pour réussir ici-bas et à l'au-delà dans le mois de Ramadan. Parfois, ce sont nos péchés qui nous bloquent. Parfois, c'est le fait de ne pas donner qui nous bloque. Parfois, c'est le droit des autres qu'on garde, qui nous bloque dans la vie, qui bloque nos affaires. Mais le mois béni de Ramadan, Allah a promis de nous faire miséricorde, de nous pardonner, de nous épargner du fait de l'enfer, de nous purifier spirituellement, physiquement, matériellement. Or, Allah a posé deux conditions. Mets ta personne et tes biens si tu veux réussir dans la religion. Et il a dit, la piété là, dans la vie de tous les jours d'ailleurs, tu ne peux pas l'avoir sans dépenser dans la voie de Dieu. Le mois béni de Ramadan, c'est pour dire que le mois béni de Ramadan, c'est la pire occasion d'être pingre. Même au cours des autres mois, chaque jour que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala lève deux anges. L'un maudit les biens de celui qui ne donne pas. L'autre invoque les bénédictions d'Allah sur les biens et la personne de celui qui donne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, n'est pas croyant celui qui passe la nuit le ventre gavé, laissant son voisin mourir de faim. Tandis que tous ces bienfaits, toutes ces portes des biens sont ouvertes. Allah va nous purifier pour avoir une sagacité intellectuelle, pour nous extirper de nos cœurs la haine, la jalousie, pour nous purifier les blocages qu'on a. On n'arrive pas à adorer, à lire le Coran. On ne s'aime pas, Allah va nous extirper cela. En donnant, Allah va purifier nos biens et il va nous bénir. C'est plutôt ces occasions qu'il faut saisir. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois au cours duquel on n'a pas droit à l'erreur. Tant qu'on a son esprit, qu'on est saint d'esprit, tant qu'on est bien portant, tant qu'on est musulman, il ne faut pas se laisser faire. Pour réussir, il faut mettre ses biens, sa personne, et il faut observer scrupuleusement les jeûnes du mois, les règles du jeûne du mois béni de Ramadan. Mais surtout,
l'esprit du partage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était généreux tout le temps, mais pendant le mois du béni de Ramadan, il l'est plus. C'était là donc les explications du Staz Khaled Yahya sur les bienfaits du partage pendant ce mois béni de Ramadan. L'ONG Citoyenneté, Labo Citoyenneté et les présidents des conseils régionaux de Dosso et de Maradi ont procédé ce matin au siège de la dite ONG à la signature d'une convention, une convention qui rentre dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui aux collectivités territoriales de Dosso et de Maradi. Cette convention à hauteur de 9 milliards de francs CFA est financée par la coopération suisse au Niger. Précision Nafise Haya et Halidou Bourema. Cette rencontre entre le laboratoire Citoyenneté et les présidents des conseils régionaux de Dosso et Maradi marque la signature de convention de la deuxième phase du programme d'appui aux collectivités territoriales. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la convention tripartite, laboratoire Citoyenneté, conseil régional de Dosso et conseil régional de Maradi. Vous avez vu que les deux présidents étaient très contents. En fait, nous sommes plus contents qu'eux parce que c'est à nous que on a confié la responsabilité de conduire le programme d'appui aux collectivités territoriales Maradi-Dosso. Et ce programme porte en fait sur 15 ans. On a terminé une première phase de 5 ans. On est en train de prendre une deuxième phase, c'est la concrétisation aujourd'hui, de 5 ans. Et pour cette phase-là, le programme va déployer une enveloppe financière d'à peu près 9 milliards de francs CFA. Destiné aux régions de Dosso et Maradi, ce programme est financé par la coopération suisse. La Suisse a pratiquement tout le temps intervenu dans ces deux régions qui sont des régions de prédilection qui ont été retenues suite à justement des enquêtes qui ont été faites, des analyses de terrain et qui ont prouvé au fait qu'il y avait en tout cas pas plus que les autres régions, mais en tout cas beaucoup encore à faire au niveau de ces deux régions et que la Suisse pouvait avoir une valeur ajoutée en accompagnant ces deux collectivités territoriales. Dans le cadre de ce programme, on accompagne les régions pour être des acteurs de développement véritablement, pour promouvoir le développement économique de la région, le développement social. Donc, travailler un peu plus sur la coordination des différents acteurs, des partenaires qui interviennent au niveau de la région, leur donner les capacités, y compris financières, de réaliser des investissements au profit de la région. Et voilà, accompagner dans une certaine mesure aussi les communes et puis la coordination, on va dire, le travail avec les différentes communes que comporte la région. Ainsi, ce programme contribuera à renforcer les capacités des collectivités territoriales de Dosso et Maradi par la gouvernance locale. Cet important investissement va nous permettre d'augmenter la capacité de renforcement économique de nos régions, de la région de Maradi et de Dosso. Et c'est plus de 1 milliard que la coopération suisse alloue à nos régions pour financer. Il faut rappeler qu'il y a 2 guichets par rapport à ça. Il y a le guichet Fonds d'appui au développement économique régional piloté par les conseils régionaux pour financer des infrastructures économiques, notamment les marchés ruraux et les pistes d'accès à ces marchés. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour remercier une fois de plus la coopération suisse qui est le premier partenaire de la région de Maradi par rapport à plusieurs programmes. Il n'y a pas moins de 10 programmes qui sont mis en œuvre dans nos régions avec l'appui financier de la coopération suisse. Mise en œuvre au Niger par Labo Citoyenneté, le programme d'appui aux collectivités territoriales vise à contribuer à l'instauration d'une citoyenneté responsable, garantie de l'amélioration des conditions de vie économique et sociale des populations dans un cadre de dialogue transparent et inclusif.
Comme annoncé hier, suite à notre série de reportages sur le respect des normes dans les constructions, notamment au niveau des établissements scolaires. Hier, nous avions parlé des normes techniques par rapport à l'installation des écoles dont les textes ont prévu au minimum 10 000 mètres carrés pour installer une école. Aujourd'hui, nous proposons l'angle architectural. C'est dans ce reportage signé Nefissa Zakou et Ibrahim Abdou. La capitale Niamey fait face ces derniers jours à une situation dramatique due à des incendies dans plusieurs établissements scolaires. Des incendies au-delà des dégâts matériels ont malheureusement occasionné la perte en vie de plusieurs jeunes scolaires et dont on ignore toujours les origines de ces incendies. Selon l'architecte Haji Mansour, plusieurs normes de sécurité incendie doivent être prises en compte au moment des constructions des bâtiments. Au niveau des bâtiments, les architectes, lorsqu'ils conçoivent, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour protéger les bâtiments et surtout protéger ceux qui sont dans ces bâtiments. Les normes en termes de sécurité incendie sont plus strictes pour les catégories de bâtiments qu'on appelle bâtiments recevant du public. Établissements et les établissements recevant du public, c'est-à-dire des bâtiments où il y a une forte fréquentation, un fort passage d'êtres humains. Ce sont les écoles, ce sont les centres commerciaux, ce sont un certain nombre de bâtiments, de bureaux, des bâtiments éducatifs, des centres de formation. Tous ces bâtiments qui, pour certains, sont gérés par l'État doivent se conformer à la réglementation de sécurité incendie. Il y a également un aspect de formation et de prévention. Quand on parle de prévention, lorsqu'on est dans un établissement comme une école, il y a des exercices réguliers qu'il faut faire chaque année pour informer le corps enseignant, pour expliquer à l'administration quelles sont les dispositions à prendre à chaque fois qu'il y a un incendie, et également informer les élèves. Dès qu'il y a un incendie, dès que l'alarme sonne, où est-ce qu'on doit se regrouper, comment on doit évacuer. L'architecte Haji Mansour interpelle l'État à prendre toutes les dispositions sécuritaires afin de prévenir de telles situations. Le premier conseil est de faire un diagnostic sur toutes les installations existantes, de voir si elles respectent les normes. Est-ce que tous les bâtiments ont des extincteurs? Est-ce que tous les bâtiments ont des systèmes de détection des feux? Est-ce que tous les bâtiments ont des systèmes de protection automatique? Dès qu'il y a un feu, ces systèmes se déclenchent. Est-ce que ces bâtiments ont des systèmes d'alarme incendie? Est-ce que les occupants de ces bâtiments sont formés à tout ce qui est prévention des risques d'incendie? Est-ce qu'il y a des pratiques à risque qui se développent? Sur la base de ce rapport, de ce diagnostic, faire maintenant une diffusion dans tous les bâtiments des nouvelles normes, des nouvelles pratiques à mettre en place, en relation certainement avec les architectes, avec les services de protection, avec les ingénieurs. C'est une étude vraiment à l'échelle nationale qu'il faudrait faire et mettre en place une mise aux normes de tous ces bâtiments pour que nous soyons tous en sécurité, puisque nous sommes tous amenés à visiter des écoles, nous sommes tous amenés à rentrer dans des bâtiments de l'administration. Alors, chères autorités, il revient à vous de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter et faire respecter les normes de sécurité incendie afin d'éviter un tel cauchemar aux parents des élèves. La section lycée et collège de Niamey a un bureau exécutif avec à sa tête Aboubakar Moussi Abdoulaye. Ce nouveau bureau exécutif a été installé officiellement ce matin au cours d'une cérémonie de passation qui s'est déroulée dans l'enceinte du CG 4 de Niamey. C'était en présence de nos reporters Assama Oseidou et Nasser Seydou. Secrétaire général. Cette cérémonie marque l'installation officielle du tout nouveau bureau de la section lycée et collège Niamey. L'ancien secrétaire général a dressé des conseils à son successeur qui a désormais la lourde tâche de défendre les intérêts de ses camarades. Nous allons les encourager, nous allons les motiver et nous allons leur donner des sages conseils, tout en leur disant une bonne gestion et en leur disant que de toujours répondre
aux aspirations de la grande base. Et il faudrait qu'ils mettent une seule chose dans leur tête, la défense des intérêts matériels et moraux de la grande base, qui est une lourde responsabilité qui les incombe. Et sur ce, nous vous souhaitons bon mandat et bonne gestion, camarades, membres de la section lycée et collège nouvellement élus. Pour sa première sortie médiatique, le nouveau bureau l'a consacré à l'examen de la situation sociopolitique au Niger, tout en invitant les autorités au respect strict de leurs revendications. Volet académique exige sans condition la suppression des classes en paillettes dans les écoles de la ville de Niamey. C'est le point qui nous tient le plus à cœur. Parce que je l'ai dit, nos camarades se font tuer, incendier dans les classes en paillettes qui sont construites. Ces classes en paillettes, la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey reste ferme contre la construction des classes en paillettes. Exige le recrutement des enseignants en qualité et en quantité dans les établissements secondaires et primaires de Niamey, surtout en philosophie, en mathématiques, en SVT, PC et EPS. Parce que nous avions compris très malheureusement qu'il y a des candidats en classe de terminale qui jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, ils n'ont pas des enseignants de philosophie. Exige la reprise des cours de renforcement des capacités qui sont interdites depuis un certain temps par les autorités, afin de permettre aux élèves candidats dans les écoles publiques de bien vouloir se préparer pour les examens de fin d'année. Et bien voilà, nous allons y revenir sur ce point, parce que nous avons compris que nos camarades ont été engouffrés, embastillés, déçus par les résultats des examens du BPC et du baccalauréat de l'année passée. La construction des équipements de bibliothèques et laboratoires pratiques dans les lycées et publics de Niamey. Volet social. La réparation et la construction des latrines dans les écoles de Niamey exige l'augmentation des frais d'allocation et leur paiement à terme échu. Exige la poursuite des travaux de chantier en cours dans les écoles depuis 2013. La dotation des kits médicaux dans les écoles et les recrutements des infirmiers. Boubacar Moussi Habiboulaye est désormais le nouveau secrétaire général de la section lycée et collège Niamey qui défendra les intérêts de ses militants et militantes, et cela pour une durée de 1 an. Merci Assama Ousserdou. Point final de cette édition. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir. Audio Jungle.